Bonjour chers apprenants. Donc là, on est aujourd'hui pour vous accueillir dans le monde du développement web avec le langage PHP. Donc cette formation va viser surtout les élèves qui sont en deuxième année de formation, soit ici au Sénégal ou bien dans d'autres pays. Donc cette formation cible ou même les débutants qui commencent le développement en tant que tel. Mais cela, il faudra qu'ils respectent un certain nombre de prérequis, donc à savoir avoir des bases sur du HTML et CSS, et même chose, avoir des bases sur le langage PHP. Bon, pour ces chaînes-là, ça fait longtemps que cette chaîne n'a pas été alimentée, donc du fait du manque de temps. Mais de toute façon, les autres formateurs sur la chaîne vont aussi reprendre les vidéos. Donc il y aura une formation sur le PHP de base, comme pour le HTML, CSS. Donc pour ceux qui n'ont pas des bases sur du PHP, ils peuvent attendre cette vidéo, cette formation qui va venir, ou bien aller se documenter pour pouvoir ensuite suivre celle-ci. Donc ça dépend de l'urgence de votre côté. Voilà, sans plus tarder, on peut commencer. Donc là, on va voir qu'est-ce que c'est que PHP. Donc là, je suis sur le site officiel de PHP avec le nom de domaine php.net. Donc PHP signifie juste PHP Hypertext Preprocessor. Donc c'est un langage de script conçu pour le développement d'applications web. Donc là, si je viens sur sa mascotte, donc sa mascotte c'est un éléphant. Car comme vous le voyez ici, les lettres PHP ressemblent un peu à un éléphant. D'où cette mascotte qui a été utilisée. Voilà, donc le PHP, c'est un langage très accessible qui permet de commencer à développer des applications simples en quelques minutes. De ce fait, il est généralement perçu comme un langage pour les débutants en programmation web, car il est bien plus simple que les autres. Donc, si on regarde la syntaxe de base ici, si je viens dans la documentation, donc là, on a un exemple d'introduction. Donc, c'est un exemple basique. Donc là, on voit qu'on a une balise de doctype HTML5 qui indique qu'on utilise une version 5 de HTML. On a le code PHP qui est inséré entre les balises PHP, comme vous le voyez, crochet ouvrant, point d'interrogation PHP et point d'interrogation crochet fermant. Donc à l'intérieur de cette balise là, on met toujours un code PHP à l'intérieur. Donc lorsque le serveur web va traiter cette page, il exécute le code PHP et affiche au niveau de votre page bonjour, je suis un script PHP. Donc la sortie du code PHP est affichée à l'intérieur de la balise body. De toute façon, on verra au fur et à mesure cet exemple là quand on va installer et démarrer. Là. Donc ce texte là sera visible sur votre page web au niveau de votre navigateur. Donc si vous chargez ce fichier dans un serveur web avec PHP activé, c'est-à-dire qui est installé, vous verrez le texte qui va s'afficher dans le navigateur. Donc ça c'est un exemple simple pour montrer comment fonctionne PHP, comment PHP peut être intégré dans une page web. Donc vous pouvez ensuite construire des applications web beaucoup plus complexes en utilisant PHP pour gérer les données et la logique de votre site web ou application. Voilà, donc là, avant de continuer, on va un peu voir l'historique de PHP, savoir comment ce PHP a été construit et les différentes versions au fil des années. Donc avant de commencer un langage, il faut beaucoup se documenter sur ce dernier, savoir comment il a été construit pour ensuite continuer de naviguer dessus. Voilà, donc pour comprendre PHP, comment fonctionnait le web. Pour comprendre PHP, donc il faut comprendre comment fonctionnait le web avant. Donc ça dit les premiers sites web. Les premiers sites web étaient totalement statiques. Donc il n'y avait pas d'interaction avec. Donc d'habitude c'était ceux qui utilisaient des revues ou les journalistes qui utilisaient ces sites web statiques pour juste afficher de l'information. Donc l'utilisateur il vient juste, il consulte. Il n'a pas une interaction directe avec le site web. Donc les serveurs web ne faisaient qu'envoyer des fichiers HTML, CSS et éventuellement du JavaScript au navigateur qui va les interpréter pour rendre la page. Donc les serveurs web n'effectuaient
aucune autre tâche que d'envoyer des fichiers statiques lorsqu'il recevait des requêtes HTTP. Donc, requête HTTP, c'est juste une communication entre le client et le serveur. Donc, le client, c'est nous, c'est-à-dire au niveau de notre navigateur web, on va attaquer une page. Donc, j'ai ici une image d'illustration pour montrer cela. Donc, au niveau de notre navigateur ici, on va juste taper le nom de domaine de la page correspondante. Si vous voulez, par exemple, aller ouvrir YouTube, vous tapez juste youtube.com. Et une fois que vous tapez cette URL-là, il va interroger directement le serveur via une requête HTTP GET. Et au niveau du serveur, il va juste récupérer la page, le fichier correspondant et ensuite vous le retourner via une réponse HTTP. Et là, vous aurez le résultat sur votre page, c'est-à-dire au niveau de votre navigateur. Donc ça, c'est la communication entre le client qui est nous au niveau de notre navigateur et le serveur web où est hébergé l'application ou le site web. Voilà. Donc, après cela, il y a eu une seconde génération de sites web devenus un peu plus dynamiques. Donc, utiliser le langage C, plus peur. Donc, vous savez que le langage C, c'est l'ancêtre de tous les langages. Donc, d'habitude, au début, utiliser ça pour rendre un peu les sites dynamiques. Donc, pour générer dynamiquement du contenu HTML en fonction des requêtes et des données externes. Donc, il a fallu inventer un moyen pour faire communiquer ces programmes et le serveur web qui recevait ces requêtes HTTP. Donc, ce programme-là, c'était le protocole CGI qui a été créé en 1993. Donc, on va revenir plus en détail sur ce protocole-là. Ce protocole permettait de faire communiquer un serveur web HTTP et un programme pour générer d'une manière dynamique les documents HTML, c'est-à-dire les pages qu'on voit. Donc l'illustration la plus commune en est l'accès à une base de données. Donc celle-ci étant de plus en plus fait à l'aide de PHP ou ASP. Donc ASP c'est ceux qui font du développement avec C#, le langage C#. Donc ASP.NET. Voilà, maintenant à mesure que les sites devenaient plus dynamiques, d'autres langages plus spécifiques ont fait leurs apparitions, dont PHP en 1994. Donc PHP a été créé en 1994 et permet ainsi de mixer du code HTML, comme vous le voyez ici. Il mixe du code HTML et du code PHP, donc améliorant grandement la productivité. Donc le créateur de PHP, c'est lui, il s'appelle Rasmus Lerdorf. Donc c'est celui qui a créé PHP en 1994. Donc PHP à l'origine, lorsqu'il a créé cela, c'était une librairie en C qui servait à garder une trace de toutes les personnes qui consultaient son CV sur son site personnel. Donc de base, c'est pour cela qu'il a créé PHP. Ensuite, il a continué à développer sa librairie et a fini par obtenir un ensemble de fonctionnalités comme la connexion à la base de données, comme je l'ai dit avec le protocole CGI, la gestion des formulaires, etc. Donc une fois qu'il a eu ça, il a donc décidé de publier son code en 1995 sous le nom de Personal Homepage Tool slash Form Interpreter avec l'acronyme PHP slash FI. Donc, donc là, on est dans le monde open source. Donc vous le savez, dans le monde open source, quelqu'un crée une solution, la partage et d'autres peuvent venir prendre la solution et la faire évoluer. Donc ça, on est carrément dans le monde du Linux. Ok. Maintenant, une fois qu'il a publié sa solution-là, en 1995, son code, donc il a été repris par des étudiants du nom de Andy Goodman et Ziv Zuraski. Donc à eux deux, ils ont amélioré la librairie pour sortir la version 3 sous le nom de PHP 3 et ont écrit le moteur interne de PHP pour sortir la version PHP 4. Donc là, j'ai sur ma machine PHP qui est installée. Si j'ouvre un terminal et que je fais PHP-version, donc là, on voit toujours que le moteur est ici présent, le moteur Zen Engine. Et ici, on a la version 3.4 et la version 7.4 de PHP. Donc, à eux deux, ils ont amélioré grandement PHP. Donc, en créant surtout le moteur Zen Engine. Donc, le moteur Zen Engine
Donc, ils ont formé ce mot en prenant les deux premières lettres du prénom de Zev et les deux avant-dernières du prénom de Andy. Donc, c'est là qu'ils ont formé le mot Zen Engine qui représente le moteur de PHP. Maintenant, après que son utilisation ait explosé, des entreprises comme Facebook ou Yahoo se mirent à l'utiliser pour créer leur plateforme. Donc, vous savez que de base, Facebook a été entièrement créé avec du PHP, donc ce qui l'a rendu beaucoup plus populaire. Donc, de ce fait, avec PHP, avec Facebook, on a vu que on a maintenant plusieurs millions d'utilisateurs à l'époque. Donc, le volume de requêtes à traiter étant bien supérieur aux petits sites personnels. Donc, Facebook a dû développer un ensemble d'outils pour améliorer les performances de PHP. Donc, ce qui a conduit à la création de HipHop for PHP. Donc, ça a été créé par Facebook et un autre outil qui s'appelle HHVM. Donc, HipHop for PHP, lui, il va permettre de compiler le code source PHP en du C++ optimisé, alors que le HHVM, lui, c'est une machine virtuelle permettant de compiler le PHP en un langage interprété via son bytecode et l'exécuter à la volée. Donc, je reviens un peu sur la différence entre un langage interprété ou non interprété ou bien un langage bas niveau ou haut niveau. Un langage bas niveau, c'est un langage qui n'est pas interprété. Donc, c'est le cas du langage C. Donc, ce langage-là, lorsqu'on l'utilise, on génère directement, à la compilation, on va générer directement un code source, c'est-à-dire le bytecode. Donc, c'est le langage code binaire qui est juste une suite de 0 et de 1 qui est compris par la machine. Donc, avec le langage C, on part directement au langage de la machine, ce qui fait que les programmes en C sont beaucoup plus rapides. C'est pourquoi on les utilise pour les applications de type système ou les systèmes d'exploitation, parce qu'ils partent directement à la machine. Au contraire des langages intermédiaires ou interprétés ou langage haut niveau tel que PHP, là on a besoin d'un interpréteur. Donc lui, il ne communique pas directement avec la machine, il a besoin d'un interpréteur pour interpréter le code et ensuite le communiquer à la machine. Donc je vais prendre un exemple très simple. Donc là, par exemple, je suis dans une conférence, je suis en train de parler à un public majoritairement qui comprennent le français. Donc là, quand je m'exprime, ils comprennent. Donc là, la présentation se passe bien. Si subitement je veux changer de langage, par exemple, je parle du chinois, donc là, j'aurai un public moins réceptif. Donc là, on serait obligé d'amener un interpréteur qui parle le chinois et en même temps le français. Donc lui, il va attendre que je m'exprime en chinois, il écoute, il comprend et va retranscrire cela au public avec le langage français. Donc là, on a un temps de latence, un temps d'attente. C'est pourquoi les langages interprétés sont beaucoup moins rapides que les langages non interprétés. Donc c'est plus spécifique pour le développement web que pour les applications système. Donc voilà un peu la différence entre les deux. Voilà. En réaction de cela, on a vu la sortie de la version 7 de PHP qui a été développée avec un nouveau moteur interne. Donc ils ont amélioré le moteur Zen Engine. Donc ça c'était en 2015. De ce fait, on a eu des performances beaucoup plus qui ont été drastiquement améliorées par rapport à PHP 5 et les benchmarks montrent une haute performance. Voilà. Donc avec ces résultats-là, PHP a continué à se développer pour ensuite venir à la version 7.4. Donc actuellement, si je fais ici tout à l'heure, quand j'ai fait, j'ouvre directement ici. Donc quand je fais un PHP version, donc là vous voyez que sur ma machine là, j'ai la version 7.4. Après cette version là, avec cette version là, on a eu la possibilité de précharger tout le code PHP. Donc ça va nous permettre d'augmenter la performance au démarrage. Ensuite, on a eu la version 8 qui va introduire la compilation à la volée. Donc JIT ou Just in Time Compilation. Donc ça va permettre désormais de compiler des parties du code pendant son exécution. Donc il agira ainsi de la même manière qu'une version en cache du code, ce qui devrait nettement améliorer les performances. Donc quand on garde quelque chose en cache, par exemple, j'imagine on a un site web qui va nous permettre de voir des images.
Donc lors du premier chargement, on verra que les images vont se charger au fur et à mesure. Mais une fois qu'on change de page et qu'on revient, on n'aura pas ce chargement-là parce que les images ont été gardées au niveau du cache. Donc ça va améliorer beaucoup plus les performances d'une application. Donc voilà un peu l'historique de PHP. Donc je viens ici sur le site officiel. Donc là on a la version 8.3 qui est la dernière version en date qui est sortie récemment, c'est-à-dire le jeudi passé, le 23 novembre 2023. Avant c'était la version 8.2. Donc c'est un langage qui évolue très vite et qui est très utilisé. Voilà, donc avec une étude qui a été faite en 21, on a vu que presque 80% des sites disponibles sur le web utilisent du PHP, notamment avec les CMS tels que WordPress ou WooCommerce qui utilisent tous le langage PHP. Voilà, donc on va un peu comprendre aussi ce que c'est le PHP avec le web. Donc PHP utilise le modèle client-serveur, c'est-à-dire ici la communication via le navigateur et un serveur web. Donc là, je vais amener une image beaucoup plus illustrative ici. Voilà. Donc là, on a notre client qui est le navigateur web. Voilà, donc c'est la première étape à cette communication. Donc le client envoie une requête HTTP à un serveur. Donc le client, comme je l'ai dit, c'est un navigateur web, soit Chrome, Firefox, Safari, etc. Donc sur un appareil, un ordinateur, un mobile, une tablette, une Smart TV. Voilà, donc ça, n'importe quel de ces appareils va vous permettre d'accéder à un navigateur et accéder à un site web spécifique via un serveur. Donc deuxièmement, on a ici le serveur web. Donc le serveur web reçoit à chaque fois la requête via le client, donc une requête HTTP. Donc un serveur web est situé sur un serveur physique. Donc un serveur physique, c'est juste une machine tournant en continu et qui est connectée à un réseau internet. Voilà, et qui se trouve dans un endroit qui est climatisé. Voilà, donc c'est les data centers et autres. Donc un serveur web, c'est juste un programme conçu pour recevoir des requêtes HTTP et y répondre. Donc les trois plus utilisés avec PHP sont Apache, Nginx et like HTTPT. Mais il existe beaucoup plus d'autres, mais les principales sont Apache Nginx et like HTTP. Mais les plus encore, c'est Apache et Nginx. Voilà. Donc ensuite, le serveur web lui va euh, transmettre les données de la requête à un interpréteur PHP, comme vous le voyez ici en jaune. Donc il y a plusieurs possibilités, soit en utilisant une interface CGI, comme on l'avait dit tout à l'heure, le protocole qui va nous permettre de communiquer à une base de données et autres. Soit une interface face CGI, donc c'est une amélioration du protocole CGI, soit directement à un module interne du serveur web contenant l'interpréteur. Donc on va revenir plus en détail sur ces protocoles-là. Donc on va juste voir ici comment se fait la communication client-serveur. Donc en fait avec ça enfin on a l'interpréteur PHP qui va charger un ou plusieurs scripts PHP donc correspondant à la requête du client. Donc ces scripts vont utiliser les données de la requête et les plus suivant les données externes, soit une base de données ici en vert, un fichier ou toute autre source. Donc pour générer dynamiquement le contenu HTML qui sera retourné par le serveur au client. Voilà, donc une requête HTTP, comme son nom l'indique, c'est Hypertext Transfer Protocol. Donc en français, c'est juste une requête HTTP. Donc c'est une demande envoyée par un client, généralement un navigateur, à un serveur web pour obtenir des informations ou effectuer une action sur le serveur. Donc les requêtes HTTP sont utilisées pour communiquer entre le client et le serveur dans le contexte du World Wide Web, donc les 3W. Voilà, donc pour revenir un peu plus en détail sur les éléments clés du requête HTTP, on a d'abord la méthode. Donc si je reviens sur le diagramme là, ici on voit ici qu'on a une méthode get. Donc une méthode get permet, c'est pour récupérer des données du navigateur. Donc ici quand on fait une requête get, on va récupérer une page correspondante que va nous renvoyer le serveur web. Donc ça c'est la première méthode get. Ensuite on a la méthode post. Donc ça va nous permettre d'envoyer des données au serveur via un formulaire web.
Donc ensuite, on a l'URI. Donc l'URI spécifie l'emplacement de la ressource sur le serveur web. Donc c'est là où le serveur web va pointer pour récupérer la ressource, c'est-à-dire la page et nous retourner. Ensuite, on a l'entête HTTPS. Donc les entêtes fournissent des informations supplémentaires sur la requête, telles que les informations sur le client, le type de connexion accepté, les informations d'authentification, ainsi de suite. Ensuite, on a le code de la requête. Donc ça, c'est pour le cas d'un envoi de données avec la méthode POST ou PUT pour mettre à jour. Donc là, on va envoyer des données dans le code de la requête qu'on va soumettre au serveur pour ensuite qu'il effectue les traitements nécessaires. Donc voilà en tout ce que c'est une requête HTTP. On a les méthodes, on a l'URI, on a l'entête, on a le code de la requête. Donc après traitement, une fois que le serveur reçoit la requête HTTP, il va la traiter en fonction de la méthode et de l'URI pour pointer vers l'emplacement correspondant. Ensuite, il va effectuer les actions requises, puis envoyer une réponse au client. Donc la réponse HTTP comprend généralement un code de statut. Si je reviens ici, on a ici le code de statut, plus les données de la page correspondante. Voilà. Donc le code de statut en général c'est 200 pour dire OK, c'est-à-dire qu'on a reçu une bonne réponse de la part du serveur, des entêtes de réponse et le cas échéant un corps de réponse contenant les données demandées. Voilà. Donc voilà à peu près ce que c'est une requête HTTP. Donc on a aussi des formats de réponse. Donc les requêtes HTTP sont essentiellement pour le fonctionnement web car elles permettent au navigateur de récupérer des pages web, des images, des vidéos, des données en JSON si vous faites des requêtes des API. Donc ça c'est un peu dans le monde du développement backend. Donc interagir avec des serveurs web entre autres. Donc c'est le protocole fondamentalement qui sous-tend la navigation web et les interactions entre les clients et les serveurs web. Donc quand vous faites du développement web, vous devez utiliser à 100% les requêtes HTTP pour communiquer entre le client et le serveur. Voilà. Donc à peu près voilà un peu ce que c'est le modèle de communication client-serveur. Maintenant, on va un peu rentrer en détail sur le fonctionnement de PHP parce qu'ici on a vu que on utilise des différents protocoles CGI, Fast AGI ou module. Donc on va un peu entrer en détail sur ces protocoles-là. Donc d'abord, on va commencer par le protocole CGI. Donc CGI, ça veut juste dire Common Gateway Interface. Donc c'est une interface normalisée, c'est-à-dire qu'il existe des spécifications officielles appelées RFC. Donc utilisées par les serveurs web pour exécuter un programme spécifique lorsqu'ils reçoivent une requête HTTP. Donc autrement dit, au lieu de directement retourner du HTML, du CSS et des images par exemple, CGI va permettre au serveur de demander à un programme de générer du contenu dynamiquement puis le retourner. Voilà. Donc CGI est totalement indépendant du langage de programmement utilisé comme interpréteur. Donc c'est une interface utilisable en C, Python, PHP, Java ou tout autre langage pouvant tourner sur un serveur. Maintenant, l'inconvénient de CGI est qu'il faut lancer une ressource, un nouveau processus pour chaque requête HTTP. Donc ça consomme beaucoup. Donc chaque requête HTTP lance une instance de CGI qui va ensuite appeler le programme à exécuter pour générer le contenu dynamique, à savoir le PHP. Donc tous les modules PHP et les configurations, notamment le fichier d'initialisation PHP init. Donc c'est dans ce fichier qu'on va installer les différents composants qui viennent avec le PHP. Donc tous ces composants-là doivent être chargés à chaque requête. Donc à chaque nouveau processus, on va charger ces composants-là. Donc cela conduit à de très mauvaises performances, ce qui empire si un nombre relativement important de requêtes doivent être traitées. Donc c'est pourquoi de base quand Facebook a été créé, avec les millions d'utilisateurs, ils ont noté un temps de consommation beaucoup plus important, d'où l'amélioration de cette communication-là. Donc cette technologie a permis la première génération de sites web dynamiques. Donc elle est aujourd'hui très fortement déconseillée.
au vu de ses performances déplorables. Donc après cela, on a vu les modules serveurs. Donc je reviens ici, voilà. Donc c'est la mode PHP, donc c'est un module pour le serveur Apache. Donc PHP est intégré directement dans la partie serveur web. C'est d'ailleurs d'où vient son nom qui signifie PHP en tant que module. Le mode PHP, ça veut dire PHP en tant que module. Donc contrairement aux interfaces CGI, il n'y a pas d'autre processus ni de protocole de communication entre l'interpréteur PHP et le serveur web. Donc tout est géré par le processus Apache qui contient dans un module l'interpréteur PHP. Donc après test, la plupart des benchmarks. Donc un benchmark, c'est juste des tests de performance qu'on effectue sur une ressource quelconque. Maintenant, après ces tests-là, on a vu que une performance entre 300 à 500, beaucoup plus rapide que l'interface CGI qu'on a vu tout de suite. Donc on a vu une amélioration des performances. Après cela, ils ont toujours continué l'évolution pour sortir le Fast CGI. Donc le Fast CGI, c'est une évolution de la technologie CGI. Donc avec l'acronyme Fast qui veut dire beaucoup plus rapide. Donc à son apparition, euh, ça a permis de remédier aux problèmes de performance initiaux que causait le CGI. Parce que ici on a pas une, parce qu'avec le CGI on avait pour chaque requête une instance correspondante. Maintenant ici on a juste une seule instance de l'interpréteur PHP avec tous les modules et les configurations chargées. Donc on a plus plusieurs instances pour chaque requête, mais on a juste une seule instance pour toutes les requêtes qui vont venir. Donc on peut le voir comme une sorte de serveur. Donc elle ne reçoit que les fichiers PHP à traiter suivant la requête et les ressources, c'est-à-dire la RAM, le disque dur et le CPU du serveur, donc peuvent être réutilisés par toutes les requêtes HTTP. Donc ils vont se partager ces ressources-là et effectuer leurs différents traitements, ce qui fait qu'on a une performance beaucoup plus rapide par rapport au protocole CGI. Voilà. Donc voilà un peu l'évolution de PHP. Maintenant, ensuite, on a vu que ici on utilisait le serveur Apache, mais maintenant Apache n'est plus du tout jeune. Donc cette technologie de serveur web date de 1995. Donc depuis 1995, on utilisait Apache. Donc son modèle est que chaque connexion est gérée par un processus distinct. Donc ce qui entraîne par exemple plus de 100 connexions. Pour 100 connexions, il faut 100 processus. Donc qui consomment chacune de la mémoire. Donc cela provoque également de très nombreuses failles de sécurité. Donc vous pouvez voir après au niveau de YouTube les différentes attaques qu'on perpétue avec ces protocoles-là, comme les attaques des DDoS, etc. Donc à cause de cela, on a vu l'apparition de Nginx qui a été créé en 2002 pour répondre aux limitations de performance serveur de Apache. Donc c'est pourquoi Nginx a été créé. Donc maintenant pour déployer notre projet PHP, on utilise le Nginx sur notre serveur, on l'installe dans notre serveur et on l'utilise pour déployer notre protocole, notre projet PHP. Donc voilà en tout un peu l'historique et le fonctionnement de PHP. Donc si on va un peu plus sur le fonctionnement de PHP, donc là via cette illustration là, donc nous avons les différentes manières d'exécuter l'interpréteur PHP sur un serveur. Donc on l'a vu ici avec le protocole CGI, le mode PHP et le fast CGI. Donc nous allons un peu passer sur l'interprétation en lui-même du code PHP. Donc via ce schéma là. Donc le moteur PHP va d'abord charger le ou les scripts nécessaires contenant du code PHP en mémoire. Ensuite, il va effectuer une tokenisation, donc c'est-à-dire lire le code PHP et le découper en unités utilisables par un programme. Par exemple, quand je mets PHP, quand j'ouvre une page PHP, ça va être transformé en t-OpenTag. Donc vous pouvez retrouver tous les tokens via cette adresse là. Je viens ici, je viens dans PHP,
là et je fais manuel. Manuel slash token.php. Là, j'ai oublié le slash. Donc là, vous pouvez voir tous les différents tokens qu'utilise PHP. Donc l'étape suivante, je reviens sur le schéma. Donc l'étape suivante appelle la tokenisation. Donc l'étape suivante est le parsing. Donc les tokens sont lus et organisés en une structure en arbre appelé AST. Donc Abstract Syntax Tree. Donc cela permet d'organiser les tokens en succession d'opérations logiques. Ensuite, l'étape suivante est la compilation AST. Comme vous le voyez ici, après avoir passé, on va compiler. Donc l'AST est transformé en code exécutable par la machine virtuelle Zend VM. Donc c'est le moteur qui a été créé par Andy et Zev. Voilà. Donc on appelle cela l'optocode. Donc pour code opération, c'est-à-dire des instructions en langage machine qui spécifient les opérations à effectuer. Donc comme vous le voyez ici. Donc cet optocode est mis en cache pour ne pas devoir à chaque fois effectuer toutes les opérations précédentes pour chaque fichier PHP. Donc le code est ainsi compilé qu'une seule fois. Donc ils sont gardés ici en cache, comme vous le voyez. Donc il est noté que depuis la version, je pense, 7.4 de PHP, donc il est possible de précharger tous ces scripts PHP dans le moteur PHP. Donc ils seront alors tous mis en optcache. Tous les scripts ils seront mis en optcache et tous les symboles, c'est-à-dire les fonctions et les différentes classes de PHP seront disponibles pour toutes les requêtes à venir sans avoir à effectuer les opérations précédentes. Donc là, on voit que la performance sera beaucoup plus améliorée, comme vous le voyez ici. Donc voilà un peu comment l'interpréteur PHP effectue son traitement pour ensuite retourner la réponse via le navigateur de l'utilisateur. Donc de ce fait, on a aussi les architectures communes. Donc vous retrouverez souvent plusieurs architectures historiques organisées avec un système d'exploitation. C'est-à-dire si je parle de système d'exploitation, on a Linux, Windows et macOS. Donc on a un langage serveur et un système de gestion de base de données, c'est-à-dire le SGBD. Donc la structure la plus connue est la structure LAMP, comme vous le voyez ici. Donc LAMP, ça veut dire le L c'est Linux, le A c'est Apache, le M c'est MySQL et le P c'est PHP. Donc c'est la structure la plus commune. Donc elle utilise une distribution Linux, le serveur web Apache, le SGBD MySQL et l'interpréteur PHP. Maintenant, on a des variantes selon les systèmes d'exploitation. Si on est sur Windows, on a WAMP. Si on est sur macOS, on a MAMP. On a aussi un autre exemple de logiciel qui est beaucoup plus connu qui s'appelle XAMPP. Donc lui, il installe et gère Apache, MySQL, Perl, PHP pour le développement local. Donc si vous faites du développement local, la plupart du temps, on installe XAMPP. Maintenant, XAMPP, moi, je ne suis pas trop fan de cet outil-là. Moi, je préfère utiliser un autre outil qui s'appelle Laragon. Parce qu'avec XAMPP, d'habitude, on a des erreurs de port. Par exemple, on peut avoir un projet qui utilise une version PHP telle. Par exemple, j'ai un projet qui utilise la version 5, un autre qui utilise la version 7.4. D'habitude, quelquefois, on a des conflits suivant les versions. C'est pourquoi moi, j'utilise le Laragon. Donc, le Laragon, lui, il va vous créer un espace réservé, donc un container qui sera détaché de votre système de base. Parce que ici, quand j'ai fait un PHP version, vous avez vu que dans mon système, j'ai la version 7.4. Maintenant, avec l'Argon, je peux insérer d'autres versions de PHP qui seront indépendantes suivant le projet. Et là, je n'aurai pas de conflit. Donc, pour la suite de la formation, on va procéder à l'installation de l'Argon. Ensuite, vous aurez besoin d'un éditeur de code. Ici, on a le VS Code. Vous l'installez. Il y a aussi un autre qui s'appelle le PHP Storm. Donc, il est beaucoup plus utilisé
dans le monde professionnel parce qu'il offre beaucoup plus d'outils. Mais l'inconvénient, c'est qu'il est payant. Donc d'habitude, si vous êtes en entreprise, ils vont vous donner une licence pour pouvoir l'utiliser. Mais comme on est en mode formation, là, on va utiliser juste VS Code et installer les différentes plugins, les packages pour pouvoir faire du développement PHP. Donc vous allez télécharger le VS Code. Donc je l'ouvre ici. Moi je l'ai déjà installé. Et là vous allez juste installer ces différents paquets. Je viens ici dans extension. Et là je vais rechercher. Donc le premier paquet à installer c'est bracket pair. Donc vous l'installez. Ensuite vous installez le PHP Intel, voilà, Intel Fence. Donc ça va nous permettre d'apporter plein de fonctionnalités pour le traitement du langage PHP dans le VS Code. Donc voilà les deux paquets à installer si vous utilisez le VS Code. Voilà. Ensuite, vous allez installer GitHub parce que ça va nous permettre de partager le code à chaque fois qu'on effectue, qu'on implémente une solution dans la formation. On va juste partager le code et après vous allez juste récupérer via GitHub. Donc d'abord vous allez installer le logiciel Git. Donc il va nous permettre d'interagir avec GitHub. Donc vous téléchargez suivant votre système d'exploitation. Donc si vous êtes sur Windows, il va automatiquement détecter et vous dire ici de télécharger. Même chose pour Mac et Linux. Donc une fois que vous avez installé cela, vous allez vous rendre dans GitHub ou bien GitLab. Mais d'habitude pour cette formation, on va utiliser GitHub. Vous allez installer, vous avez créé votre compte, ensuite vous venir sur le Git et lier votre compte avec le GitHub. Voilà, pour le Laragon aussi, on va venir juste dans téléchargement ici. Et là, on va juste télécharger la version ici présente, c'est-à-dire la dernière version qui va venir avec Apache 2.4, Nginx, MySQL 8 et PHP 8. Il y a aussi du Node.js, du Git. Donc là, il va vous créer un environnement à part. Donc là, une fois que vous avez l'installateur, je vais le lancer. Donc je viens sur le site et là vous cliquez ici, il va lancer l'installateur, vous allez le télécharger. Moi je l'ai déjà, je viens et je le lance. Donc là vous lancez l'installateur de l'Aragon. Voilà, ensuite vous faites OK. Et là il va vous demander le répertoire dans lequel il va installer l'Aragon. Donc là vous spécifiez le dossier soit dans votre disque local C ou bien dans un autre disque. Et dans un dossier spécifique, il va créer le dossier Laragon. Et à l'intérieur, vous aurez toutes les différentes outils qui viennent avec le Laragon, comme vous le voyez ici dans cette page. Et là, vous avez tout coché et vous faites suivant. Ensuite, vous installez. Moi, je l'ai déjà installé. Je ne vais pas le faire. Donc, une fois que c'est installé, vous allez venir ici dans votre bureau et exécuter l'Aragon. Voilà. Maintenant, petite précision, pour le Laragon, pour ceux qui ont Mac OS, c'est pas disponible. Maintenant, il y a une alternative que je vais vous montrer. Donc, il s'appelle Laravel HUD. Voilà. Donc, Laravel HUD,
Donc ça a été créé par l'équipe de Laravel parce que de base j'avais Laravel Valet. Donc c'était le premier qui a été créé. Donc il joue le même comportement que l'Argon. Donc il va vous offrir un serveur Nginx comme vous le voyez. Et vous avez la possibilité d'utiliser différentes versions de PHP. Voilà. Donc c'est un environnement de développement pour faire du PHP. Donc vous l'installez si vous êtes sur Mac OS. Maintenant, à la différence de l'Aragon, parce qu'avec l'Aragon, on a les différents serveurs web avec le Apache et le Nginx. On a ici le SGBD MySQL, donc le moteur de MySQL. On a le PHP, mais avec le Laravel Code, on a juste le moteur web Nginx et les versions de PHP. Maintenant, ici, on n'a pas le moteur de base de données. Donc, pour ce faire, vous allez installer le DB Engine. Voilà, donc ça, c'est le moteur de base de données. Si vous êtes sur Mac, vous l'installez. Et là, vous allez pouvoir créer différents services. Donc, ici, vous voyez on a ici Postgres, MySQL, Redis, ainsi de suite. Après cela, vous allez installer le visualisateur de base de données qui s'appelle Table Plus. Voilà. Donc ça va vous permettre de visualiser les différentes bases de données que vous allez créer. Voilà. Ça c'est pour Mac. De toute façon, après je vais implémenter une vidéo pour effectuer toutes ces différentes opérations sur le système Mac OS. Donc une fois ici notre Laragon est installé, on va juste cliquer sur démarrer pour lancer le serveur Apache et notre moteur de base de données MySQL. Donc là, on voit que le serveur Apache est lancé sur le port 80 et le port 3306 pour le MySQL. Et là, si je viens ici dans base de données, on a notre moteur de base de données MySQL qui s'ouvre là. Et si vous voulez, vous créez votre serveur avec votre nom underscore serveur. Et à côté là, vous touchez à rien. Voilà. Et une fois que le serveur est créé, vous allez juste cliquer dessus et il va vous ouvrir votre interface pour la gestion de votre base de données. Donc c'est l'équivalent du Table Plus pour ceux qui jouent sur Mac. Donc arrivé ici pour créer une base de données, on fait juste un clic droit sur le nom du serveur, créer une nouvelle base de données. Et là vous me donnez le nom. Je vais créer par exemple une base de données. Là et là on voit ici la base de données qui a été créée. Voilà. Ensuite on a ici un terminal bash que vous pouvez utiliser. Et le dossier le plus important, c'est le dossier 3W. Donc, c'est dans ce dossier que vous allez créer à chaque fois l'ensemble de votre projet, de vos projets. Donc là, je vais créer un nouveau et je vais l'appeler formation underscore PHP. Et je vais l'ouvrir dans mon éditeur de code VS Code. Donc j'ouvre un terminal et je fais code point. Donc là, il va me lancer l'éditeur VS Code et je peux venir dans mon dossier et créer un fichier index.php. Voilà. Donc pour tester si mon PHP marche, je peux venir dans le site officiel et prendre l'exemple ici présent et coller. De ce fait, je peux venir maintenant tester si j'arrive à ouvrir mon application. Donc il y a deux façons d'ouvrir notre application avec le Laragon. Première façon, comme on est en local, c'est de mettre localhost.
Donc localhost, il va directement pointer dans le dossier 3W ici présent via notre Laragon avec le serveur Apache qui utilise le port 80. Ensuite, on va juste faire un slash pour pointer vers le dossier, c'est-à-dire notre projet. Et je vais faire ça. Le projet s'appelle formation PHP. Et à l'intérieur du dossier, on va juste pointer dans notre fichier index.php. Et là, on voit maintenant le message qui s'affiche. Si je fais afficher le code, on voit qu'il nous retourne. On voit que le code PHP a été interprété pour nous retourner le texte. Donc voilà, ça c'est la première façon de faire. Maintenant, avec le Laragon, il nous offre un outil très sympa, c'est-à-dire il va nous créer des autres virtuels. Quand on travaille, il va créer automatiquement des autres virtuels pour chacun de nos projets. Donc, il récupère le nom du projet .test pour pouvoir y accéder. Voilà. Donc, si je viens ici, donc là, si vous ne voulez pas utiliser du Apache, vous pouvez venir utiliser le Nginx et arrêter le Apache. Et là, vous allez utiliser le Nginx comme serveur web. Donc, si je viens ici pour faire l'autre façon de... Je prends le nom et je fais juste point test. Et là, automatiquement, donc là, on a la page index de Laragon. Donc, pour qu'il puisse reconnaître mon projet, je vais arrêter. Et redémarrer. Et quand j'actualise maintenant, il est en mesure de reconnaître mon dossier parce qu'à chaque fois, parce que j'avais d'abord démarré le serveur et ensuite j'ai créé le dossier formation PHP. Donc là, il ne reconnaît pas. Il n'a pas pu créer son autre virtual. Donc vous allez juste arrêter et redémarrer pour qu'il puisse le prendre en compte. Maintenant, si vous faites ici web, vous avez juste la page d'accueil de Laragon ici qui est juste le dossier 3W. Donc il pointe directement sur le dossier racine. Donc voilà un peu ce qu'il fallait faire pour bien démarrer notre projet PHP. Donc on a vu un peu l'historique de PHP et les différents outils à utiliser pour faire du développement web, donc en tant que débutant. Donc voilà ce qu'il fallait faire pour cette première vidéo. Donc dans les vidéos qui suivent, on va voir comment maintenant commencer à créer notre application web en utilisant du Bootstrap et en faisant l'interaction avec une base de données. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite et même chose que pour les autres formateurs qui vont continuer à alimenter la chaîne parce que comme je l'ai dit en début de cours que ça fait longtemps qu'on n'a pas alimenté la chaîne pour manque de temps, mais ils vont venir et ajouter de nouvelles formations. Donc je vous dis à très bientôt.